C'est parti pour l'invité du 20h avec Mbalo Diakam, le secrétaire général du SUTSES, qui est là. Bonsoir. Bonsoir, M. Diao. Alors, Mbalo, une première question. Comment se porte la santé au Sénégal? Oui, elle se porte tant bien que mal. Bon, il y a eu des progrès quand même qui sont notables au niveau de la santé parce que quand on considère le palu, par exemple, qui était la première cause de mortalité, la première cause de morbidité, et aujourd'hui qu'on a du mal à trouver un seul cas de palu, donc il y a eu des progrès. C'est valable aussi pour d'autres fléaux, d'autres pandémies telles que la polio, etc., le tétanos. Donc pour ceux qui ont vécu ces périodes-là, nous pensons qu'il y a des périodes, il y a quand même des avancées significatives. Maintenant, aujourd'hui, il y a aussi la recrudescence des maladies dites modernes, telles que l'hypertension artérielle avec ses conséquences, telles que les insuffisances rénales chroniques, etc. Et là aussi, c'est des problèmes. Mais est-ce qu'on peut en dire autant des travailleurs de la santé? Donc, pour ce qui est des travailleurs de la santé, je pense que il y a encore beaucoup de choses à faire pour ces travailleurs parce qu'ils ne sont pas encore satisfaits, disons, de leur sort. Parce que sur le plan revendicatif, nous avions une plateforme revendicative en ce qui concerne en tout cas notre organisation syndicale, de 57 points qu'on avait négocié en 2014. Nous avons eu quand même quelques avancées sur ces questions-là. Bon, mais malheureusement, sur toutes les questions à incidence financière, le gouvernement nous avait dit qu'il allait procéder à une étude sur la masse salariale parce que le régime précédent avait déréglé tout le régime et qu'il y aurait des corrections à faire à l'issue de l'étude. Malheureusement, jusqu'à présent, non seulement il y a, disons, aucune tentative, mais nous sommes même quelque part déçus d'entendre des réactions du ministre des Finances disant que vous ne représentez que 1% de la population et que vous prenez 800 milliards sur 1,6 milliard de recettes attendues, comme si les fonctionnaires d'État, pour ne pas dire les agents de l'État, ne méritaient pas les salaires qu'ils sont en train de percevoir. Et vous ne représentez qu'1% de la population, mais vous pouvez prendre en otage 13 voire 14 millions de Sénégalais. Oui, si on se met dans une réflexion par rapport, disons, à notre moyen ou à nos moyens, par exemple, de riposte ou à nos moyens, disons, de lutte, parce qu'une organisation syndicale aussi, elle est créée pour lutter, pour la défense de ses intérêts matériels et moraux, pour la défense des intérêts matériels et moraux de ses adhérents. Et sous ce rapport, nous n'avons pas de problème parce que nous ne faisons que notre job à ce niveau-là. Justement, vous disiez tout à l'heure que la santé se porte relativement bien au Sénégal et les revendications syndicales ne sont-elles pas en train de plomber le fonctionnement de la santé? Souvent, c'est des primes, des subventions, des arriérés de salaire. Nous n'avons aucun problème pour cela parce que c'est, disons, la revendication qui, disons, nous motive. C'est la revendication aussi qui est presque notre raison d'être. Et si on ne revendique pas, personne ne revendique pour nous. Et sous ce rapport, si nous sommes considérés comme les parias du système, nous sommes en droit donc de nous organiser et de lutter. Et tout ce qu'on demande, en tout cas pour le moment, ce n'est qu'un dû. Donc ce ne sont pas des revendications de conquête. Le gouvernement a accepté ce qui était possible, même si on avait demandé l'impossible en 2014. Et aujourd'hui, nous sommes en 2016 et encore le gouvernement traîne les pieds pour appliquer certains accords relativement à ces questions à instance financière. Et pourquoi pas? Alors qu'au même moment, on règle d'autres problèmes qui ne sont pas plus importants que les problèmes qu'on est en train de vivre. Là, vous annoncez même le dépôt d'un préavis de grève, on l'a entendu tout à l'heure dans le journal. Le secteur qui sera certainement encore paralysé, vous en assumez la responsabilité? Ce n'est pas dans un premier temps de gaieté de cœur, mais au lieu d'en arriver aux conséquences, mais parlons des causes. Pourquoi on va en grève? Parce que nous ne pouvons pas être dans un cycle infernal de grève pour des accords. Mais depuis 10 ans, c'est les mêmes revendications. Non, ce ne sont pas les mêmes revendications parce que ce ne sont pas les mêmes plateformes, parce que les organisations sont diverses et n'ont pas les mêmes préoccupations. En ce qui nous concerne, nous avons eu des avancées sur une plateforme de 57 points. Maintenant, c'est sur les questions d'incidence financière qu'on a buté depuis 2014 parce que c'est l'État qui avait promis, disons, de faire en sorte qu'il y ait un système de rémunération plus juste et plus équitable parce que ce système dont il a hérité n'était pas du tout un système, disons, juste et équitable. Donc ce serait malhonnête de vous taxer de syndicalistes alimentaires?
Non, ça ne nous dérange pas du tout parce qu'on sait d'où viennent ces propos. C'est des propos qui sont plus ou moins déstabilisateurs, mais nous pensons que nous sommes en droit, disons, de faire ce pourquoi donc on est là. On est là pour la défense de nos intérêts matériels et moraux et à chaque fois qu'il y a une atteinte, à chaque fois qu'il y a une provocation, nous n'hésiterons pas à faire la riposte parce que c'est nous qui avons choisi un syndicalisme autonome, un syndicalisme indépendant, mais aussi un syndicalisme de combat. Est-ce que vous combattez avec autant d'ardeur, par exemple, ce problème de radiothérapie qui s'est posé à l'hôpital principal? On vous a moins entendu que lorsque vous revendiquiez vos dus à l'hôpital Dantec. Ouais. Il faut bien qu'on cerne cette question de la radiothérapie parce que la question du traitement du cancer ne repose pas essentiellement sur la radiothérapie. Parce que c'est un mode de traitement, pour ne pas dire un moyen de traitement. Il y a aussi la chimio, etc. Donc nous n'avions pas aussi, nous avons une certaine responsabilité, nous n'avions pas à en rajouter, disons, l'angoisse des malades si on se mettait dans la rue. Parce que si on se mettait dans la rue, ce n'était pas pour régler ce problème. Parce que si on devait être dans la rue pour régler ce problème, on ne se ferait pas prier pour cela. Mais c'est une machine donc on doit commander, qui doit prendre des délais, parce que ce n'est pas comme le tuyau du lac de Guiers là qu'on était parti pêcher avec un avion et régler le problème en 72 heures. Oui, mais sauf qu'à chaque fois, on annonce son délai qui n'est pas respecté. Voilà, ça aussi, nous sommes navrés pour cela, parce qu'on nous avait dit au mois de juin, on attend la fin de juin. Je pense que la fin juin, cet appareil sera là. S'il n'est pas là, on constatera simplement que ceux qui avaient annoncé ces délais-là, donc se sont bougrement trompés et que les malades donc, ne devraient pas, disons, subir un tel sort. Et nous prendrions aussi nos responsabilités par rapport à cela. Voilà. Monsieur Thiam, l'élection générale de représentativité syndicale s'est tenue. L'UNSAS à laquelle vous appartenez, à laquelle appartient le SUCSAS, dont vous êtes le secrétaire général, est classé deuxième. Globalement, quelle analyse faites-vous de votre rang et le processus? Voilà, nous ne sommes pas contents de notre rang. Évidemment, la hiérarchie a été respectée et nous en profitons aussi pour saluer, pour ne pas dire pour féliciter le camarade Mody Guiro et la synthèse qui sont classés, disons, la synthèse qui s'est classée première. Mais vous savez que ces élections ont été organisées avec beaucoup de couacs. Il y a eu des problèmes non seulement dans les inscriptions, donc, et en dehors des inscriptions, il n'y a pas eu de période contentieuse pour voir si on était inscrit ou pas. Ça a posé des problèmes. Maintenant, le plus grand problème, c'est que la liste d'émargement, c'est-à-dire la liste sur laquelle les votants doivent signer, ne correspond pas avec la liste que les préfets avaient envoyée. Donc, c'est comme s'il y avait quelque part un certain sabotage. Et nous en avons fait les frais. Nous, en tout cas, au SUCSAS, nous avons fait les frais, et tout comme certaines corporations. Donc, vous estimez que vous avez été lésé? Lésé à tout point de vue. Il y a beaucoup de nos camarades qui n'ont pas voté. Par exemple, Poupunguine n'ont pas voté. Si vous allez dans des coins reculés jusqu'à midi 13h, on nous dit que donc, il y aurait un arrêté pour régler quoi que ce soit, alors que nous sommes en plein ramadan. Donc il y a eu tellement de problèmes au niveau de ces listes et les gens n'ont pas voté. Mais malgré tout, donc, avec le peu donc, de camarades qui ont voté, donc ce peu de camarades-là, donc, en tout cas, fait en sorte que l'UNSAS a retrouvé en tout cas sa deuxième place. Et nous sommes fiers donc d'avoir mené le combat à ce niveau-là, malgré certaines défections aussi. Et justement, dans les organisations syndicales, là, on note que le problème de, je sais pas, la succession pose problème. Souvent, les chefs de file s'éternisent. C'est quoi le problème? Qu'est-ce qui vous retient? Et vous-même, vous avez fait combien d'années à la tête de ce mouvement syndical? Oui, j'ai fait donc plusieurs années à la tête de ce syndicat, mais je ne me suis pas auto-élu. C'est pas la volonté des camarades que je suis là. Si les camarades n'ont plus confiance en moi, je n'ai plus à faire quoi que ce soit. Et le dernier congrès l'a prouvé. Au dernier congrès, les camarades ont dit, en tout cas pour ce que vous représentez, pour ce que vous avez fait, nous n'avons pas quelqu'un qui puisse vous remplacer. Donc on vous retient. Et bien sûr, c'est à ce niveau-là. Et aussi par endroit aussi, les camarades de la base ont dit aux autres camarades qui étaient, disons, les responsables, que si vous partez, nous allons partir. Et si vous partez, et si nous partons, le syndicat va disparaître.
Donc je pense qu'il y a ces notions-là d'alternance générationnelle qui ne font pas, disons, foi quelque part. Parce que le mouvement syndical, ce n'est pas le mouvement politique. C'est une relation de confiance par rapport à ce que le leader représente. Et le jour où le leader, les camarades ne se retrouveront pas en la personne du leader, donc prendront leurs responsabilités en toute connaissance de cause. Justement, donc, nous n'avons pas ce problème-là. Vous le dites, le mouvement syndical n'est pas le mouvement politique. Alors, pourquoi les syndicalistes s'investissent de plus en plus dans le mouvement politique? On a suivi tout à l'heure un dossier dans le journal qui en parle. Non, c'est des mutations et puis c'est des options aussi. Parce que, en tout cas, en ce qui nous concerne au niveau du SUTSAS, de tout temps, et ce qui a fait notre longévité, c'est la distance qu'on a vis-à-vis des syndicats. Nous avions un leader charismatique, Barosek, qui était très politique, mais en aucun cas, il n'a jamais influencé le mouvement syndical. C'est ensemble qu'on se retrouve dans une autonomie, c'est ensemble qu'on réfléchit, tel qu'on l'a fait hier, pour, disons, décider de ce mot d'ordre par rapport aux préoccupations des camarades. Nous n'avons pas ce problème-là. Maintenant, la politique, c'est autre chose. Bon, la politique maintenant, c'est la prise en charge de questions qui dépassent même les questions syndicales. Et c'est un problème de choix aussi personnel, le choix des leaders. Vous pensez que quelque part, quand même, il peut y avoir problème, essayer d'utiliser la base pour peser sur les décisions politiques, c'est possible? Non, il ne peut pas y avoir d'influence quelconque, parce que les bases sont suffisamment responsables. Ce qui est important, c'est que c'est comme au niveau des ASC. Aucun leader politique n'arrive à influencer carrément une ASC, parce que les décisions se prennent en toute collégialité et en toute responsabilité. C'est ça la question fondamentale. Aucun leader politique ne peut influencer. Maintenant, ce que les gens ne comprennent pas, c'est par rapport aux orientations de certains syndicats. Parce qu'il y a des syndicats qui, dans leur orientation, prennent en charge des questions politiques, qui se prononcent sur toutes les questions politiques. Contrairement au SUTSAS, par exemple, de tout temps, on nous avait même demandé, même si on devait répondre à une invitation d'un parti politique, mais ce serait sans prise de parole. Alors. Une manière donc de faire, disons, la distance entre le politique et, disons, les questions syndicales. Bon, heureusement aussi, ou malheureusement, au niveau du SUTSAS, les gens ne sont pas aussi politiques, aussi politisés que les autres mouvements, tels que les universitaires ou, par exemple, les autres, disons, catégories socio-professionnelles. Justement, qu'en est-il de la convergence SUTSAS? Il a volé en éclats? Non, la convergence SUTSAS n'était pas une unité organique, c'est une unité d'action. Avec le camarade Salou Daf, que je salue au passage, et d'ailleurs qui a, disons, donné un mot d'ordre pour que le SAS, disons, vote pour l'UNSAS. C'est aussi, donc c'était une expérience avec la convergence SUTSAS, mais il faut retenir aussi qu'avant la convergence SUTSAS, on avait la Fédération des syndicats de la santé. Et ce sont ces syndicats qui avaient demandé à ce qu'on aille vers des unités d'action. Parce que l'unité organique, c'est, disons, le fait des congrès. Donc, sur les questions d'unité d'action, on devait se pratiquer. Bon, à un moment donné, les autres sont partis, mais le SAS est resté. Et avec le SAS, il y a eu divergence. Est-ce que ce n'est pas parce que le SAS est beaucoup plus proche du gouvernement? Non, ce n'était pas cela, parce que c'est aujourd'hui que peut-être le SAS a une autre orientation, je ne sais pas trop. Mais en ce temps, il n'y avait pas ce problème-là. Au contraire, c'est le gouvernement qui avait infiltré, disons, la fédération et qui l'avait fait voler en éclats. Et donc, il y a ces responsables-là qui se reconnaissent dans nos propos, qui ont fait voler la fédération. Le SAS est resté et le SUTSAS, et à deux, on est plusieurs, et on a créé ou formé la convergence SUTSAS. Et cette convergence-là a mené 1000 heures de grève et 1 an et demi de rétention de l'information. Et c'est ce qui nous a valu les résultats que vous savez à l'hôpital général de Grand Yoff. Ils sont battus de 1995 à 2009 sans qu'ils soient intégrés, sans qu'ils soient considérés comme des agents de l'État. Voilà. Et non seulement nous avons fait recruter dans la fonction publique 179 agents, même pour certains qui avaient l'âge de 50 ans, pour vous dire. Et 750 millions, les 750 millions qui servaient, disons, à leur paiement, donc ont été considérés comme une subvention. Voilà. Et entre autres aussi le relèvement du nouveau recrutement au bac dans les filières infirmiers d'État et sages-femmes. Donc la convergence SUTSAS, en tout cas, a fait beaucoup de choses. Voilà. Voilà. Merci, monsieur Balodia Thiam. Le temps qui nous était imparti est pratiquement fini. C'est la fin donc de cette édition. Prochain rendez-vous pour l'information, ce sera à 0h avec le tout en images. Excellent suite de programme en compagnie de la Télé Futur Média. Au revoir. Merci.